Vous écoutez Comme du monde, le seul balado où deux charmants zinzins plongent dans l'art méconnu de la construction d'univers imaginaires. Salut Julien. Allô? T'as pas pogné ça, hein? Non, j'ai monté le volume juste après que tu fasses des déclarations incendiaires Ouais. sur l'administration. Non, laisse faire. On n'ira pas là. On va le dire, OK. J'ai roté juste avant que tu partes. C'est ça qui s'est passé. Comment ça va? Très bien. Ouais. Ouais, ça va bien, toi? Oui, ça va bien, c'est l'épisode sur la linguistique. Oui, c'est ça, t'es content, hein? Oui. Je suis de bonne humeur, ça me fait roter. Parce que tout le temps, on était deux gars dans un garde-robe avec des micros. Puis là, aujourd'hui, moi, je suis un gars dans un garde-robe avec un micro. Puis là, toi, c'est ton. Ah oui, c'est ça. Domaine. Toi, t'es dans un garde-robe, t'es probablement en pyjama, un pyjama un peu sale, tu l'as sali, là, tu t'es renversé du café, puis tout. Mm-hmm. Puis moi, je suis en tuxedo sur un piédestal, puis je suis un grand maître de mon art. C'est ça. C'est de même je nous vois là, aujourd'hui. OK. Puis ça fait des semaines que tu redoutes ce moment-là. Oui, absolument. Ça fait des mois que tu redoutes. Parce que c'est l'épisode sur les langues. Mais, hey, avant, je voulais parler de quelque chose. Je voulais faire une plug sans... OK. Sans quoi? Je sais pas, Éhonté? Ouais, je cherchais Without Shame. C'est ça, mettons. Éhonté. Puis dire que moi et mon orchestre, on sort un album. En fait, il est déjà sorti au moment où l'épisode joue. Il est sorti le 15 avril. Donc, Est-ce l'album... que j'ai déjà mon vinyle au moment où l'épisode joue? Non. Non, parce qu'on fait un lancement officiel à l'Assomption, au Vieux-Palais, le 27 avril. Avec Gros Lard et avec Octoplot. Oui! Des très bons bands. Ouais. Ça va être un malade show, je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Il reste pas beaucoup de billets, fait que les auditoristes du coin, là, de la Nodière et les environs, même Montréal, là, ça se fait bien. Garochez-vous là-dessus. Parce que si je me trompe pas, c'est ce samedi. C'est ce samedi. Oui, parce que là, on est le 23 avril, 22, 23 avril, je sais pas. Ouais. Fait que l'album, le dégel par Haut Voleur, est disponible sur toutes les plateformes depuis le 15 avril. C'est quoi comme musique pour les gens qui connaissent pas Haut Voleur? C'est du sludge, punk, métal, lourd. Ouais. Mais c'est quand même, de la façon que tu le décris là, je l'entends, mais c'est comme, on dirait que ça a l'air rough, mais moi, je trouve qu'il y a une douceur. Il y a une mélancolie, une douceur, puis même un optimisme aussi, des fois, dans ce son-là. Ouais, c'est lent, lourd, mais quand même... ouais, t'as raison, c'est vrai. C'est quand même... On joue dans des tonalités majeures, c'est lumineux parfois, étrange à d'autres moments. À écouter. Ouais. Puis, en français. Puis c'est très bon. Merci. Bon. Je pense que vous allez aller quelque part avec ce son-là. Là, mettons, la préparation de l'album s'est passée sur combien de temps? 5 ans. C'est un projet qui est né, on était 3. Ça fait 5 ans? Ouais, ça fait pas 5 ans que tu me parles de Haut Voleur. Ça fait 5 ans. Il y a des chansons là-dessus qui ont été qui existent depuis 5 ans. Ah ouais? Ouais. Dans le fond, on était 3 au départ, Marc-André Cyr, William McDuff puis moi. Donc 2 guitaristes, un chanteur. On a écrit plusieurs chansons. La pandémie est arrivée, puis ça a pris du temps avant qu'on se remette là-dedans. Pas juste la pandémie, en fait. Marc-André a eu une fille, moi aussi j'ai une fille. Fait que ça... Vous êtes resté à l'étape comme embryonnaire pendant super longtemps avant de fleurir. C'est assez récent qu'on a complété le groupe avec un batteur, un bassiste, puis un 3e guitariste. Fait que c'est... Ouais, moi, je vous ai vu en show une seule fois. Okay. Est-ce que vous avez fait plus qu'un show? Non. Okay, on a comme testé les... 100%! J'ai été là à 100% des shows. Puis si tu viens le 27, ça continue. Mais c'était vraiment... vous ownez le stage. Là. Ah, merci. Je pense que ça va être un bon build aussi avec Gros Lard puis Octoplot. Ça marche ensemble. Mm-hmm. Ouais. Oui, je l'entends. 27 avril. Ouais. Nice. All right. Mais si tu viens de te joindre à nous, tu es sur les ondes de choc.ca. Et tu écoutes Comme du monde avec Joël Martin. Et Julien Lefort. C'est Lefort, c'est Lefort, mon nom de famille. J'allais dire Lefort. C'est plus simple, finalement. Puis, on parle de démiurgie aujourd'hui, mais plus spécifiquement de langue. Ouais.
Fait que comment on a organisé un petit peu nos choses, c'est qu'étant donné que toi, tu connais tout et moi, je connais rien. Mais OK, on va tout de suite... Je vais tout de suite essayer de me descendre parce que la joke était là, mais c'est pas vrai. J'ai un baccalauréat en linguistique avec une couple de cours de maîtrise, une maîtrise pas finie. J'ai fait beaucoup de travail dans le domaine de la linguistique et en sciences du langage en général. Ça m'intéresse beaucoup. C'est pas mal la chose qui se promène le plus dans mon cerveau, le plus souvent dans une journée, les langues. Mais c'est pas vrai que j'ai toutes les réponses. Absolument pas. Fait qu'il y a un petit côté... J'ai un pied dans le garde-robe. OK, mais moi, c'est pas tant le baccalauréat qui fait que je me sens un peu intimidé, mais c'est le fait que tu as inventé l'Irial, que tu as une langue qui fonctionne, qui s'écrit, puis qui existe déjà dans ton univers. Mhm. Fait que tu as déjà fait tout le travail pour avoir une langue inventée. Fait que tantôt, on va en parler de ça, Ouais. d'idéolangaison puis d'invention de langue. Mais c'est surtout ça, je pense, qui nous différencie. Parce que tu l'as fait le travail. Ouais. Fait que déjà, tu as comme une facilité à comprendre ces concepts-là. Ben, c'est sûr que moi, j'ai fait le travail, puis je l'ai fait pas mal à tâtons, puis je me suis trompé 1000 fois. Puis j'ai terminé les rials, puis après ça, je l'ai regardé, puis j'ai fait, c'est de la marde, puis j'ai froissé la feuille, puis je l'ai jeté au vidange, puis j'ai recommencé les rials à peu près 5 fois sur 25 ans. 5 fois? Non, mais attends, je vais faire des vrais calculs. J'ai commencé à inventer une langue, j'avais 15 ans. La première version de ça, qui était comme établie puis complète, j'ai été capable d'écrire, mettons, une nouvelle. J'ai écrit une nouvelle en irial. J'avais 19 ans. Et aujourd'hui, cette nouvelle-là, elle ne fonctionne plus avec la version actuelle de l'irial parce qu'il y a plein de concepts que j'ai découverts à la suite de ça, tu sais, quand j'avais 20, 25 ans, concepts en linguistique, que je fais comme « Ah, ça rend l'irial impossible ». Fait qu'il faut que je scrape des affaires en irial, des idées que j'avais, mais qui ne peuvent pas arriver dans des langues naturelles, qui ne peuvent pas arriver naturellement quand une langue se développe. Fait que pour viser un peu plus de réalisme, il faut que je brise des règles que j'avais établies quand j'étais jeune et insouciant. Il y en a que je décide de ne jamais briser, même s'ils sont pas réalistes, parce que je trouve qu'ils sont tellement cool que ça vaut la peine. Mais il y en a plein que j'ai fait « Ah, ça marche pas, on recommence. » Fait qu'aujourd'hui, l'Irial en est à son énième itération. Puis ça fait peut-être, là, je dirais 4 ans. Ça fait 4 ans que je suis sur cette version actuelle-là, que je développe, puis que je suis rendu à peu près, qui est assez assise pour être complète, puis être équivalente à ce que j'avais quand j'avais 19 ans, mais en version bonne. Tu sais. On passe en mode entrevue parce que ça m'intrigue. Est-ce que, dans les traces de qui t'as marché là, pour créer ta langue, c'est quoi qui t'a comme inspiré à un si jeune âge à dire « Bon, mais moi, j'invente ma langue ». C'est tellement un mode entrevue parce que c'est une réponse que tu pourrais donner. Julien, tu sais, Joël, ton ami Joël, là, Ouais. il a inventé une langue. Là. Dans Ouais. les traces de qui a marché à son jeune âge? Là? J'avais décidé Tolkien. Ouais, c'est quand même un bon guess. OK. Ben oui. Comme ben des gens, à l'adolescence, j'ai découvert Le Seigneur des Anneaux. J'ai eu la chance, avec comme ma génération, les gens qui ont mon âge, j'ai eu la chance que j'ai découvert ça. J'avais comme, je sais pas, 13, 14, 15 ans. Je l'ai lu. Puis l'année d'après, le premier film de Peter Jackson sortait. OK. Il y a comme cette espèce de moment-là. C'était dans l'air du temps. C'était un momentum. Après ça a tellement eu de succès. Il y avait des magasins médiévaux aux Galeries Rive-Nord. Ah oui, ben oui. Fait que- La table ronde. Oui. Fait qu'il y avait comme un hype, tu sais. Mais moi, ce qui est venu me chercher, c'est le fait que, voyons, c'est quoi tous ces mots-là qui n'existent pas? Puis là, j'ai fouillé un peu pour me rendre compte que Tolkien, ben, c'était un philologue. La philologie étant un peu un ancêtre d'une des facettes de la linguistique qui n'existe plus aujourd'hui, mais c'est l'étude de l'histoire des langues. OK. Puis c'est ça, c'était un scholar, là. C'était un gars de Oxford qui inventait des langues pour mettre en application des procédés réels linguistiques, puis il le faisait avec un aplomb, puis une volonté de rendre ça le plus réaliste possible. C'était pas le premier à faire ça, mais c'était le premier à le faire de cette façon-là. Puis ça m'a tellement intéressé que je suis devenu comme vraiment addict à ça. J'ai appris l'elfique, j'ai donné des cours d'elfique quand j'étais ado à mes amis, à l'agora étudiante de l'école secondaire. Des affaires de même. Mais, fait que là, le jeune Joël découvre l'elfique, décide d'inventer sa langue.
est-ce que ça motive aussi ton choix d'études? Le fait que tu t'es dirigé vers la linguistique? J'étais toujours attiré vers les arts, mais quand je suis arrivé au cégep, j'étais vraiment en arts et lettres, puis je faisais toutes sortes de choses, de la musique, du théâtre, je sais pas quoi. Puis là, j'ai fait, je sais pas en quoi aller à l'université, puis on dirait que tout m'amenait naturellement vers les arts. Puis là, j'ai fait, mais moi, l'art qui m'intéresse le plus, c'est faire des langues. Puis là, quelqu'un m'a dit, c'est pas un art, ça. Genre, je vais te nommer les arts. Puis ça, c'en est pas un. J'ai fait, ouais, pour moi, c'en est un. Il n'y a pas d'études, il y a rien là-dessus à McGill, à l'UQAM, à l'UDEM, à Concordia. C'est pas un truc. Fait que je suis allé en sciences humaines, en linguistique, pour apprendre une science molle, semi-molle. C'est tellement entre deux, la linguistique. C'est vraiment... Il y a des gens qui le prennent comme une science dure, d'autres qui le prennent comme une science molle, puis dépendant de ce que tu fais, si t'es dans un clan ou dans un autre, tu vas le vivre d'une façon ou de l'autre, là. Mais fait que finalement, genre, le côté artistique, je l'ai toujours continué, mais tout seul, chez moi, sur mon ordi, et non pas en classe, tu sais. OK. C'est un peu comme une déception dans mon parcours. J'aurais vraiment aimé trouver un institut qui m'enseigne ou qui m'accompagne, qui m'aide dans la création de langues inventées, comme une forme d'art. Mm-hmm. Mais on va entendre des gens dire ouais, mais il n'y a absolument aucun métier là-dedans. Il n'y a rien, ça sert à rien. Ouais, mais c'est de l'art. Ouais. Je veux dire, David J. Peterson est un conlanger reconnu qui fait sa vie de ça. Ah ouais? Lui puis sa femme, en fait. Okay. Jesse Peterson puis David Peterson, il a inventé toutes les langues dans la série Game of Thrones, dans The 100, dans Dune Part 2. Fait qu'on va faire appel à des idéaux. En tout cas, c'est un mot qu'on a un peu. Oui, on l'a c'est pas grave, là, mais des idéaux linguistiques, des idéaux linguistes. Oui. Souvent pour travailler sur un show. Travailler sur une télésérie, travailler sur un film, travailler sur des romans. C'est un métier artistique rare, mais c'est autant un métier artistique qu'être Imagineer pour Walt Disney. Okay. Genre la personne qui conçoit les manèges. Oui, je comprends. C'est un métier rare dans l'art, mais tu peux pas dire que c'est pas une forme d'art. En tout cas, tu peux, mais on va avoir une conversation, toi et moi. Non, je comprends. Je me faisais l'avocat du diable. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais en préparation pour l'épisode, moi, je le voyais comme langue aussi, pas juste les langues inventées, mais la place de la langue en général dans l'invention d'un univers. Puis j'ai remarqué qu'il y avait quand même une différence marquée entre ton approche puis la mienne, pas juste dans les langues, mais depuis le début du podcast, sur les deux univers qu'on est en train de construire, soit Valterreur versus Gadin, tu as une approche qui est vraiment plus en profondeur puis qui est plus totale. C'est-à-dire que tu vas travailler, on l'a vu dans les épisodes précédents, le système solaire de ton monde, l'inclinaison de ta planète, l'hydrologie de ta planète, les plaques tectoniques. Puis, à date, moi, j'ai une approche qui est plus générale, qui est plus comme vraiment au moment de quoi j'ai besoin, puis là, j'invente qu'est-ce que j'ai de besoin. Fait que, dans la langue, jusqu'où on a besoin d'aller ou jusqu'où on décide d'aller? Écoute, je pense que tu viens de répondre à cette question-là. Il y a plusieurs approches possibles. Okay. L'approche que moi, je préconise pour moi-même, c'est parce que c'est celle qui me fait... C'est celle dans laquelle j'ai du fun. OK. Je pense pas que c'est la meilleure parce que je pense que tu peux faire quelque chose qui est très... qui est très peu profond, qui reste dans une surface, mais que c'est super bon parce que cette surface-là, elle a une esthétique unique, parce qu'elle a... Tu sais, t'as pas besoin d'aller deep nécessairement. Moi, j'aime faire ce travail-là, mais ça a ses gros défauts. Premier défaut, c'est la démiurgite. OK, de commencer à travailler sur des... Le rabbit hole qui finit plus jamais. Fait que là, tu négliges d'autres aspects de ta construction d'univers parce que tu travailles ta langue. Oui. Okay. Puis, un autre gros défaut, c'est les œillères que ça te met. Parce que si tu veux que tout soit réaliste, dans le fond, tu finis par bloquer l'imaginaire. Puis bloquer l'imaginaire, quand on fait de la création, je trouve que c'est jamais une bonne idée. Fait que tu vises un réalisme parce que c'est comme le fun d'aller dans le détail, mais il faut tout le temps que tu gardes en tête que, OK, tout est fudgeable,
faut juste choisir c'est quoi que j'ai le goût de fudger. Et si je veux être ultra réaliste et je ne fudge rien, ben c'est une simulation que tu es en train de faire. C'est plus une création démiurgique. C'est juste de recréer exactement notre monde. Fait qu'il faut un minimum de magie, il faut un minimum de... Ben, pas nécessairement, mais moi, j'ai besoin de ça. Puis si je consomme ton art puis je vois que c'est juste une simulation, je vais faire comme « Wow, bravo, je comprends que c'est tellement beaucoup de travail, mais il est où le plaisir là-dedans? » Genre, là, c'est ultra geek, ça vient titiller quelque chose de vraiment précis chez moi que je fais comme « Wow, c'est cool, c'est cool! » Mais au final, ça n'a pas de spirit. T'sais. Non, c'est ça. Fait qu'il faut que tu trouves le spirit, puis le travail de profondeur, c'est des œillères à ce niveau-là. Ça te permet pas de voir ces trucs-là. Puis à un moment donné, t'es tellement pogné dedans que tu n'es même plus capable d'aller dans un espace onirique ou un espace de création libre. Oui, je comprends. Dans ce que moi j'envie, par contre, là, ce que je vis comme frein, mettons, comme personne, puis je suis sûr que d'autres personnes nous écoutent qui vivent la même chose, c'est que j'arrive souvent à un syndrome de la page blanche quand vient le temps de nommer quelque chose, que ce soit un personnage, que ce soit un lieu, que ce soit un objet qui n'existe pas, mais qui existe dans mon univers, un outil, une technologie. À chaque fois que je dois comme inventer un nom, je me braque, puis là, finalement, je me retrouve à plus écrire, puis à plus continuer mon récit parce que là, il faut que je trouve le nom. Fait que ma façon de contourner ça, ça a été de mettre quelque chose qui temporairement a un nom, même que des fois, je mets des X en majuscule, puis je reviendrai plus tard. Ouais. Le mot m'échappe. Il y a un mot clairement qu'on utilise tout le temps pour parler de ça, c'est un placeholder. Un placeholder, c'est que je trouvais pas le mot en français. Ouais, c'est ça. Mais moi, je cherchais même le mot en anglais. Fait que méchant linguiste! Fait que j'utilise des placeholders en attendant, puis à un moment donné, je viens les remplacer. Moi, c'est quelque chose que j'envie beaucoup de Gadin, c'est que tu peux inventer le mot avec tes règles, puis pas juste un mot, là, une phrase carrément, avec une règle, tes règles linguistiques que toi tu as établies pour ta langue, puis la syntaxe, puis tout. Puis si tu as inventé un mot, ben tu as tout pour l'inventer, puis il va sonner comme faisant partie de ton univers parce que ça fonctionne, ta langue. Puis ouais, c'est ça. Mais je me suis comme créé un moteur de travail parce que... Puis c'est ça, on peut en parler en détail, mais on n'est pas ici pour parler de l'Irial, mais je pense que c'est là-dedans que moi, je travaille. C'est comme c'est ma machine, là, fait que je vais en parler un peu. C'est que, dans le fond, moi, je travaille de façon diachronique. Fait que je pense que ça, c'est un concept qu'on peut amener, là, la diachronicité ou la synchronicité. Donc. Quand tu fais une étude sur c'est quoi les langues, il faut tout le temps que tu poses la question, es-tu en train de définir c'est quoi la langue en ce moment? Genre, c'est une photo dans le temps. Ou est-ce que tu es en train de regarder l'histoire, l'évolution puis le développement d'une langue? N'importe quelle étude scientifique sur les langues va se placer soit dans une branche d'études synchroniques, où c'est une photo du moment présent ou d'un moment dans l'histoire, ou diachronique, puis tu parles de l'évolution puis du mouvement. C'est un peu comme c'est une particule ou c'est une onde. C'est un peu ça. Les deux sont vrais, mais... OK. Puis qu'est-ce que ça a comme conséquence, mettons, de dire... j'imagine que quand tu crées un univers puis tu crées une langue, c'est bon d'être diachronique. Pas nécessairement, parce que tu peux décider... cette langue-là, elle existe dans cet état-là, en ce moment, dans mon monde, puis elle sonne de même. Toi, c'est ça que tu fais. Fait que dans ton travail, tu es synchronique. Mais dès que tu veux travailler, mettons, l'histoire, puis là, tu te dis, v'là 500 ans, l'Empire, quand il a commencé, il était de même. C'est comme, ouais, mais l'Empire, v'là 500 ans, quand ils se sont nommés, la langue était 500 ans plus jeune. Est-ce qu'elle a évolué en 500 ans ou est-ce qu'elle n'a pas évolué? Puis là, tu te poses la question, dans la vie, en 500 ans, est-ce qu'une langue évolue? Est-ce qu'elle a le temps de changer? Ça dépend des structures politiques, souvent. Puis, fait que le français de 1524 n'est pas le français d'aujourd'hui. C'était le François. Fait qu'il serait possible de travailler plus en surface puis de dire, moi, je vais avoir une approche qui est... c'est quoi le contraire de diachronique? Synchronique. Synchronique, OK. Moi, j'étais diatonique, chromatique. Synchronique. Dans une approche synchronique... Un musicien. Ouais.
Je serais comme en train de dire, ben, dans mon univers, en ce moment, c'est ça. Sauf que si quelqu'un me pose une question pointue, genre pourquoi cette façon de prononcer est apparue, tu sais, Mhm. ben là, on t'enlève un petit peu le tapis dans dessous des pieds. Là, Ben, moi, mettons, ma façon de travailler dans Gadin, c'est que je suis conscient qu'il existe plein de langues dans Gadin. OK. Les corbeaux, ils ont leur propre langue. Les éléphants, ils avaient leur langue qui est devenue l'irial. Les furets utilisent l'irial au quotidien, puis c'est leur langue, mais anciennement, les furets avaient leur propre langue, qui aujourd'hui est une espèce de grec ancien, tu sais, avec beaucoup de mots qui sont devenus des mots dans la langue, mais la syntaxe s'est perdue. Puis tout ce travail-là, c'est un travail comme diachronique, de regarder tout ça, mais c'est pas vrai que je donne le détail diachronique de chacune de ces langues-là. Ça serait un travail immense. Ouais, ça n'a plus de fin, parce que dans le fond, toutes les langues ils ont une influence sur les langues qui sont parlées par les gens qui sont proches. Ouais, puis si tu veux que ce soit un monde crédible, je veux dire, dans notre monde, sur notre planète, il y a 7000-ish langues qui existent. Fait que c'est de faire ce travail-là pour 7000 langues. C'est un peu n'importe quoi. Je pense que de le faire sur une, j'ai déjà beaucoup de jobs. Ouais. Fait que entre 1 et 7000, j'ai le goût de choisir un. Puis qu'est-ce que je fais avec les 6999 autres? Bien, premièrement, dans Gadin, j'imagine pas qu'il y en a autant que ça. J'essaie de donner des raisons à ça. Mais aussi, mettons qu'il y en a 100 autres. Je leur donne un petit feel chacune. Puis c'est purement synchronique, puis c'est même ultra surfacial. OK. C'est je fake it until you make it, là, vraiment. Là. Ah, OK. Ça sonne à peu près de même, puis j'y vais genre à tâtons, puis je me dis, eux autres, c'est des serpents, fait que il y a bien des spirantes, bien des stridentes, des sons comme ça. Fait que ça, c'est mon travail sur le serpentien. C'est genre le travail le plus boboche que tu peux s'imaginer. Mais après ça, je me dis comment les irialophones l'entendent puis l'intègrent dans leur phonétique. Ben pour l'irial, j'ai développé à peu près 2500 ans d'histoire de la langue. OK. Puis là, je suis dans le détail. Fait que mon moteur à moi, c'est, mettons, j'utilise un outil qui s'appelle Lexurgy, LEXURGY.com, OK. qui est un logiciel en ligne pour appliquer des règles morphophonologiques OK. et phonétiques, surtout phonétiques et phonologiques, à une langue. Les règles de développement des sons. Fait qu'au fil des siècles, au fil même des décennies, les sons changent dans une langue, ils varient, ils deviennent autre chose. Puis c'est juste par l'usage que ça fait ça. Ça s'effrite, ça devient autre chose, ça se transforme, des fois par contact à d'autres langues autour. Ben, j'ai inventé comme 2000 ans d'histoire de développement de ces sons-là, de l'ancêtre de l'irial jusqu'à l'irial moderne. Puis quand j'ai une idée pour dire, ben mon personnage, il s'appelle ça. Je suis comme, ah, mais c'est quoi ça? Mettons que je veux appeler un personnage Porte. Là, je regarde, j'ai full d'imagination. Ouais, il y a une porte en arrière de moi. Là. Ouais. OK. Fait que, mettons que je veux appeler le personnage Porte Micro. OK. Tu vois mon imagination. Hein? Ben, je fais comme cool, j'ai le mot pour porte, mais j'ai pas le mot pour micro. Fait que le mot pour micro, la racine en ancêtre d'irial, il faut que je l'invente. Puis là, je le passe dans ce logiciel-là, puis je le développe à OK, fait que là, aujourd'hui, selon les règles que j'ai décidées, aujourd'hui, ça sonnait d'une certaine façon, puis là, ça s'est développé, puis ça sonne différemment. Puis de la façon que les deux parties du mot, les deux morphèmes se joignent, aussi. Ça aussi, ça va évoluer d'un mot à un autre. Il va y avoir des transformations qui existent. Puis il faut comme toutes, j'ai map, il faut que je les planifie. Puis après ça, mon moteur, il est ready to go. Mais quand même, si j'ai une idée pour un personnage, puis que c'est une racine qui n'existe pas encore, de tout loguer dans mon fichier Excel, dans mes affaires, ça me prend, genre, mettons, je sais pas, 20 minutes de travail. Le temps de tout ouvrir, le temps de tout passer dans la machine, m'assurer que c'est pour un mot. Ouais. Puis ça serait tellement plus simple de juste dire, ben, son nom, c'est Bloc. Ouais. Bloc. Bloc. Mais ça m'amène à deux idées. Premièrement, juste savoir là, si Lexurgy, c'est un logiciel que les profanes peuvent utiliser. Là. Mettons, moi, je connais rien. Est-ce que c'est quelque chose qui... Est-ce que ça prend des connaissances en linguistique pour l'utiliser efficacement? Parce que là, on le nomme comme ressource, mais... Moi, j'ouvre Lexurgy demain. Là, est-ce que je suis complètement perdu? Ou... T'es-tu un programmeur? Non. C'est vraiment 1.0. Là. Okay. T'écris du code. Ah, OK. Puis quand t'écris du code, le code que t'écris, il suit les règles
les règles pour écrire des règles phonologiques, OK. qui sont des règles dans la science de la linguistique pour les gens qui font de la phonologie diacritique, comme pas d'une façon artistique, mais juste pour voir le développement d'une langue puis l'évolution d'une langue. C'est ces mêmes règles-là qui s'appliquent avec un petit peu de différence pour se rapprocher du HTML. OK. Fait que je barre Lexergy. Ouais, c'est ça. C'est une ressource que moi, j'utilise, mais moi, il m'a fallu un temps d'apprentissage. J'ai une courbe d'apprentissage. Puis c'est une ressource que tu peux utiliser pour faire ce genre d'affaires-là. Il y en existe d'autres. Il y a le gars qui a fait Lexergy, je ne me rappelle plus son nom, mais en tout cas, il y a un autre conlanger qui s'appelle Mark Rosenfelder qui a fait aussi beaucoup de trucs en ligne qui sont des outils pour pouvoir t'aider à créer ta langue puis tout. Mais toutes ces affaires-là sont excellentes si tu as l'ambition de créer le prochain Klingon ou le prochain Sindarin. Mais si tu veux juste comme avoir un feel, non, ne va pas là. Puis c'est ça un peu la conversation qu'il faut qu'on ait, toi puis moi, exact, je pense. Exact. C'est pour ça que je pensais à ton fake it till you make it de Serpentien. Ouais. C'est un peu ça que la majorité des gens vont faire. Parce que ce que tu veux dans ta langue, en tout cas, c'est sûr que c'est super noble là, d'écrire dans la langue que tu inventes puis de faire comme tout ton univers dans cette langue-là. Mais je pense que ce que moi j'en tire quand je lis tes textes, c'est nom de personnage, nom de lieu, puis des fois certaines expressions qui vont faire qui seront pas traduites dans ton texte parce que ça se traduit pas ou parce que ça mérite d'être écrit tel quel, d'être cité. Fait que c'est quoi qu'on peut faire quand on veut justement faker d'avoir une langue? Ouais, fait que je pense qu'il faut que tu vises une esthétique. OK. C'est-à-dire, premièrement, une langue, c'est pas écrit, c'est oral. C'est toujours oral en premier. Puis après ça, tu choisis les symboles que tu as pour l'écrire. Puis ce choix de symboles-là, c'est un choix esthétique en soi. Est-ce que tu vas représenter les sons comme un k? Est-ce que tu l'écris K, Q ou C? Parce qu'on veut une façon de le latiniser, de le romaniser, excuse-moi. Mais au départ, c'est est-ce que ce son-là existe dans ta langue, que, ou est-ce qu'il n'existe pas? Est-ce que le son me existe? Est-ce que le son o existe? Fait que tu travailles avec les sons que tu trouves qui feel comme le peuple qui le parle. Puis je pense que là, automatiquement, quand on fait ça, on fait un choix qui est comme non scientifique. OK. Dans le sens où, je ne sais pas si tu connais l'hypothèse Sapir-Whorf. Non. C'est l'idée du relativisme linguistique, où écoute, c'est une grande idée que bien des gens pensent même sans faire de la linguistique, mais selon laquelle la langue que tu parles informe ta vision du monde. OK. Ouais, un peu un peu le concept de The Arrival, là, dans le fond. Là. Ouais. OK. Oui, tout à fait. Puis là, The Arrival, ça pousse plus loin parce que ça informe même tes capacités psychiques. Ouais. C'est ça. Mais en passant, spoiler alert pour The Arrival. Mais d'un côté, j'ai comme divulgué quelque chose, mais c'est flou. Ouais, c'est flou. C'est flou. En même temps, ça fait assez longtemps. Là. Allez le voir. Louez-le. C'est super bon, Arrival. Ouais, louez-le. Puis justement, quand t'es louez-le, allez au Super Club. Allô? Ou à votre vidéo du coin, là. Mais oui, d'ailleurs, Arrival, bonbon pour un petit linguiste comme moi qui aime la démiurgie, là. Vraiment du bonbon. Ouais. Mais c'est ça, fait que... Qu'est-ce que je disais? Tu parlais de Sapir-Whorf. Ouais, c'est ça. Fait que on cherche un esthétique avant tout quand on... C'est une hypothèse, tu sais, que genre, parce que tu parles d'une certaine façon, tu penses d'une certaine façon, fait que la culture puis la langue sont interreliées. Une hypothèse infalsifiable. C'est pas de la science, c'est comme... Sapir, Edward Sapir puis Benjamin Whorf, ils se sont jamais connus d'ailleurs, c'est juste deux personnes qui ont postulé un peu la même idée. Puis cette idée-là tourne autour du fait que, ben dans le fond, si tu es tout le temps en contact avec de la neige, tu vas avoir 15 mots pour de la neige. Là. Fait qu'on vit tout avec cette espèce d'idée-là, mais c'est pas de la science pure. Tu peux pas vraiment travailler avec ça parce qu'il n'y a aucune façon de prouver que c'est vrai ou que c'est pas vrai. Fait que en linguistique, c'est toujours tassé. C'est très, très critiqué. Puis dès que tu l'utilises un peu ou que tu le places un peu dans ce que tu fais, ton travail est plus scientifique. Okay. Mais c'est pas faux. C'est pas nécessairement faux. Puis dans ce que nous, on essaie de faire, on travaille avec le look puis le feel. Fait que oui, d'après moi, il faut aller là. Il faut se dire... OK, fait que mon peuple est nordique. Comment ça sonne? Puis je pense qu'il y a plusieurs façons d'inventer un peuple nordique qui a une langue nordique. Genre, il fait tout le temps froid, c'est frigide.
Fait qu'on est comme tout le temps un peu tendu. Fait que je vais travailler ça, comment on parle quand on a la mâchoire comme tendue, serrée. Absolument. OK. Je pense que c'est un angle, mais aussi, c'est quoi le mode de vie qui vient avec cette froidure-là? Mhm. C'est quoi les valeurs qui viennent avec ce mode de vie-là? Puis là, ces choses-là vont apparaître dans les expressions idiomatiques de ce peuple-là. Ou tu sais, Tu sais, comme qu'ils un vont- peuple ils vont qui dire serait des choses qui ont côtier, rapport. mettons, qui fait beaucoup de pêche, Mhm. qui vit au rythme des marées pour avoir un vocabulaire puis des façons de parler qui ont plus un lien avec la vie maritime. Écoute, le Québec a été colonisé par des marins qui arrivaient de Bretagne, de Normandie, Picardie, Saint-Onge, Poitou. Mhm. Et c'est avant tout des gens qui ont vécu sur des bateaux en traversant l'Atlantique, mais souvent des gens qui venaient du monde des bateaux. Puis quand j'embarque dans le métro, je monte pas dans le métro, j'embarque dans le métro. Ouais. On a ce leg de lexique-là, même en québécois. Tu sais. OK. On embarque puis on débarque comme si c'était une barque. Fait que, oui, le lexique va être affecté. Puis là, ça, il y a un autre job à faire. C'est que, OK, fait que le lexique est affecté quand eux, ils parlent, quand eux, ils disent dans leur langue. Après ça, moi, je fais une traduction de ça. Moi, en tout cas, c'est de même que je travaille, là, où ce que mon personnage traducteur Oui, traduit oui. le texte. Mais je pense qu'on peut toujours avoir cette espèce d'angle-là où ce que tu dis, ben, j'écris mon texte en français, moi. Mais c'est quoi qui sonne comme ça? C'est quoi qui fait le même genre de job? Un peu comme quand tu parlais de tes fruits. Ton peuple... C'était les premiers peuples? C'était ceux que j'appelle les barbares. Les là. barbares, oui. Ouais. Ouais, puis là, il y avait des fruits, puis tu donnais des noms à tes fruits qui étaient comme des Le composés. givre-fruit. Le givre-fruit, Ouais. c'est ça. Fait que, bon, le givre-fruit, tu as décidé de ne pas dire le fruit de givre. Mhm. Tu as dit le givre-fruit. Fait que tu as fait un petit travail de construction spécifique. Ben, le but, c'était de montrer que c'est vraiment pas un fruit, mettons, qu'on connaît, qui est nommé, qui n'a pas de nom, tu sais, qu'on a juste comme c'est un fruit puis il est froid, mais de vraiment comme le faire exister comme son propre mot. Ouais. Puis tu as appliqué là, des règles linguistiques, une règle qu'on appelle... Ben, une règle. C'est un système qu'on appelle la composition. OK? Fait que dans le fond, pour travailler la morphologie de ta langue, la morphologie, c'est l'aspect que les mots prennent. Mhm. D'habitude, tu travailles en composition, en dérivation ou en flexion. Fait que la composition, c'est quand tu as deux mots complets qui viennent se souder. En français, on le fait avec le trait d'union. Tu sais, un gratte-ciel, un grille-pain ou un va-nu-pied. J'aime Un arc-en-ciel. un arc-en-ciel. Fait que des fois, c'est soudé, des fois, c'est avec des traits d'union. En anglais, en allemand, c'est super productif, ça. Tu peux toujours faire des composés de plus. Puis... Fait que le givre-fruit, c'est un procédé pour moi qui rappelle les langues germaniques parce que le français le ferait pas de même. Ouais. Le français fait pas vraiment ça. Mais quand on travaille en démiurgie, puis tu le fais, puis je pense qu'on consomme assez d'anglais, puis je le vois, puis je le file, puis je comprends tout de suite. Mhm. D'ailleurs, j'entends givre-fruit, puis ça me ramène à genre, c'est quoi la traduction des items dans Zelda? Ouais. Ben, ils ont pris le japonais, ils l'ont amené en anglais, mais ça, c'est l'anglais qu'ils ont amené en français. Fait que Ouais. moi, je l'ai, le givre-fruit, dans mon inventaire. Là. Ouais, absolument. Puis c'est un choix aussi de ne pas faire fruit de givre avec des traits d'union parce que ça tombe trop dans le... Ça a la plus façon l'air de faire d'une en phrase. français. Puis ça a plus l'air d'une phrase, moins d'une affaire. Ouais. Ça a l'air d'une explication de ce que c'est. Tu sais. Fait que ça, c'est la composition. La dérivation, c'est une autre affaire que tu peux faire, c'est-à-dire mettre un suffixe ou un préfixe à quelque chose. OK? Là, en français, on n'a pas tant de suffixes puis de préfixes qui sont productifs. Quand je dis productif, ça veut dire, moi, en tant que locuteur, je peux l'ajouter à un mot puis le créer sur le fly sans que ce soit dans un dictionnaire. Mais on le fait quand même. Moi, je le fais. Plein de gens que je connais qui le font. Mais en français, officiellement, on n'en a pas tant que ça. En anglais, tu en as plus. Mettons, tu rajoutes « ish » à n'importe quoi. Ah ouais, ben ouais. OK. Puis tu comprends que c'est pas exactement ça, C'est mais un à un peu peu près, ça. ouais. C'est un à peu près. En espagnol, mettons, tu as le diminutif, le ito, qui se rajoute à n'importe quoi. Veut Ito, dire ita, petit. qui veut dire petit, OK. ou que c'est un peu câlin, là, comme c'est proche de OK, toi, OK, c'est proche ouais. de tes émotions. Fait que Julien, mais là, t'es Julienito, tu sais. OK. Parce que t'es mon ami. Fait que Cette méthode-là ne se fait qu'avec des suffixes. non, des préfixes Ah, OK. aussi. Fait qu'en français, on a, mettons, monocoque ou
Non. Non? Ah, c'est pas ça. Ou OK. c'est un préfixe, OK. mais il n'est pas productif. Dans le sens où monocoque, c'est un mot qui existe déjà Je comprends. dans le dictionnaire. Mais si tu rajoutes mono à un mot qui n'existe pas, à un mot qui existe, mais en formant un mot qui n'existe pas, là, tu es en train de faire de la Je productivité comprends. morphologique. Je sais pas, moi, tu as quelque chose qui vient d'habitude en deux ou en triple ou en. Puis là, tu dis mono ça, je vais comprendre. Ah, OK, il parle de Je rien comprends. qu'un. OK. Puis c'est pas quelque chose qui est très usuel là, en français. OK. On pourrait l'utiliser, ce procédé-là, pour Ouais. prendre un préfixe ou un suffixe puis l'ajouter à un Mettons, autre. j'ai travaillé sur l'Inuaimun, qui est une langue autochtone du Québec. Mhm. Puis il y a un procédé de production morphologique. Dans le fond, cette langue-là, c'est une langue polysynthétique. C'est une langue qui va ajouter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments à un mot pour que ton mot devienne l'idée d'une phrase au complet. Ben, fait qu'il y a plein d'affaires. Il y a l'incorporation nominale où tu vas rentrer ton nom dans ton verbe. Puis pour expliquer ces concepts-là, quand je travaillais là-dessus, expliquer à des gens qui ne connaissent pas ça, souvent, je prenais l'exemple du verbe laver. Dans le verbe, tu peux intégrer le mot main pour dire laver tes mains. Fait que quand tu dis en Inuaimun, puis là, je fais de la traduction française, mais quand tu dis je me lave les mains, tu dis je m'anulave. OK. Je me m'anulave. Je comprends. Ça, c'est un procédé morphologique de dérivation de préfixes francophones non normal, Mhm. c'est complètement bizarre. Ouais. Personne ne fait ça. Pour expliquer comment c'est fait dans une autre langue. Mais Mais si tout je le monde comprends. jase normalement, puis je dis, il faut que j'aille me manulaver. C'est sûr que tu vas dire, hey, Sol, Recommence. ça va, Marc Ouais. Favreau? C'est qui ce Mais poète? mais on comprend l'idée quand même. Là. Ouais. Si Exactement. tu me regardes, tu te tournes vers moi, puis là, tu frottes tes mains, puis tu dis « Je m'en vais me manulaver ». Je dis « Ah oui, OK, je Tu comprends. vas me regarder, puis ça va faire comme, OK, Joël. Puis là, tu vas composer un petit numéro de téléphone d'urgence. Pour Non, dire, parce que j'ai ça un ressemble à ami qui ça, a un nos problème. conversations dans la vraie vie. Ah, fait OK, que je c'est suis bon. pas si surpris que ça. Puis finalement, tu as un troisième procédé de ça qui est la flexion, puis ça, on n'y pense même pas. C'est juste des pluriels, le S à la fin des mots, puis des choses comme ça. Ah, OK. Fait que tu vois, quand je fais mon idéolangaison, mettons, dans un épisode, à un moment donné, je te lisais un texte sur Kwan, puis je dis, il y a des Kwanber, puis des Kwanorch. Ouais. Puis on avait toute cette conversation-là. Ben, on parlait de ces choses-là, en fait, que j'amenais sans les transformer en français. Mais tu étais capable de voir. Parce qu'à l'oral, on entend la différence. C'est pas Ouais. comme un mot, une lettre qui est muette. Exactement. En français, le pluriel, il est pas muet, il est dans l'article. Oui, c'est ça. OK. Un, une ou des, le, la ou les, là, j'entends mon pluriel. Mais sur le mot lui-même, sur le nom, j'entends pas mon pluriel. OK. À comparer en anglais un mot qui se termine avec un S, on Ouais. va l'entendre. Exactement. OK. Fait que... OK. Et c'est de ça que ça peut avoir de l'air, une conversation sur la linguistique. Non, mais ça, c'est quand même intéressant. La composition puis la dérivation, tu as dit? Quoi? Ouais. OK. La dérivation. Puis même Tu peux reporter tout ça dans ta langue de travail, dans ta langue cible de création artistique. Si c'est l'anglais, si c'est écrit en anglais ou si c'est écrit en français, tu peux en faire un peu. Puis ça va donner un feel de c'est quoi que tu fais, c'est quoi que tes personnages font dans leur langue à eux. Mais tu sais, je pense parce que même le troisième, on dit ça en français, on l'a pas. Moi, je me le suis quand même mis dans mon idéolangaison boboche. Ah ouais? Je T'es allé là pour le pluriel, mettons? Oui, non. Ok. Dans ma tête, ça voulait dire enfant de ou fille. OK. Quand il s'adresse, c'était une lettre d'un papa édificier à sa fille, là, puis elle s'appelait genre Fekshem Mased, puis là, j'avais rajouté Sadeg à la fin. Puis là, je me disais, ça veut dire, Sadeg. mettons que je mets ça à la fin d'un mot quand on parle à son enfant ou quand Ok. on parle. Puis étant donné que ça n'a jamais été un fils, ben, j'ai pas été obligé de dire, ben c'est ça pour une fille, c'est ça pour un fils. Ou c'est un terme qu'on met à la fin pour un enfant, ou c'est un terme qu'on met quand c'est quelqu'un Ouais. qu'on aime, ou... Fait que tu vois, ça, c'est un suffixe Ouais. d'adresse. OK. C'est de la vocativité, où tu pointes quelqu'un quand tu lui parles. Tu vas-tu utiliser ça si tu parles de la personne en disant à quelqu'un d'autre que c'est ta fille? Ouais. OK, fait que c'est pas juste un terme d'adresse d'abord. Mais tu vois, c'est toutes des choses à quoi j'ai pas réfléchi. Là. Mhm. Mais, Ben, mettons San Ouais. en japonais. Là. OK. Tu sais, Daniel San, Ouais. on connaît. Karate Kid, OK. Karate Kid. Mais ça, c'est bien connu à cause de la culture populaire quand même. Puis c'en est un comme ça. Il y en a plein. Là. Puis je veux dire, en français, c'est monsieur, madame. Mhm. Il Non, c'est juste qu'il y a des langues qui fait... Tu sais, je pense même des fois les noms de famille qui sont, mettons, Johnson ou... OK. Ouais. tu sais, fils de John, mettons. Là. Ouais. Fait que
il y a moyen d'inventer des mots. Et quand tu faisais ça, tu avais cette réflexion-là, puis tu l'as fait comme à tâtons pour une première fois, mais j'ai l'impression que si tu veux compléter ton idée, il faut qu'à un moment donné, tu t'assoies, puis tu décides c'est quoi exactement qui veut dire mon SADEG, puis à qui je peux l'appliquer. Ouais. Tu n'as pas besoin d'aller loin là-dedans, tu as juste besoin de prendre une décision, je pense. Mm-hmm. Puis dire comme, c'est juste pour les filles, mettons. Ou, c'est pour les filles et les petites filles et toute la descendance féminine. Ou c'est pas genré, puis c'est pour les enfants en général. Ben, je pense que mon texte, tantôt, va être fertile à des conversations là-dessus. Ah ouais? Fait on en reparlera, mais avant qu'on passe à ça, il y a je sais pas, il y a comme une idée que j'ai en tête que je veux pas qu'on passe à côté. Y a-tu des choses à éviter? Y a-tu des pièges? Y a-tu des gros non, fais pas ça? Quand tu inventes des mots, quand tu inventes une langue, quand tu... Ben, je pense que il y a un truc qui s'appelle le kitchen sink language, la langue de lavabo. J'ai jamais entendu langue de lavabo en français. OK. Ça vient de quelqu'un qui critiquait une langue inventée puis qui avait dit he threw everything in there, even the kitchen sink. OK. Fait que c'est une langue de lavabo, c'est une langue inventée où tu as tout foutu, toutes les idées pas rapport que tu avais dans la tête puis qui n'ont aucun lien les uns avec les autres. Puis c'est le défaut de tous les primo-idéolinguistes. OK. Tu commences à faire ça, puis tu dis « Ah, ça, c'est cool, il y a ça en finnois. Ah, ça, c'est cool, il y a ça en sanskrit. Ah, ça, c'est vraiment cool, il l'a en hopi. » Puis là, tu vas relier tout ça, mais ces langues-là ont des features différents pour des raisons. Ils ont développé des choses différentes pour des raisons. Puis je pense que le défaut numéro 1 que moi, je pointerais si je voyais le travail de quelqu'un qui fait de l'idéolangaison, ça serait ça. Je serais comme, prends une décision, puis coupe des affaires, parce que ta langue, il faut qu'elle ait une personnalité. Puis je pense que c'est le seul but, hein, c'est de dire, si tu fais une langue inventée dans ton monde inventé... Ouais, elle a sa propre couleur, elle a ça. Exactement. Ouais. Puis si tu mets toutes les couleurs, c'est vraiment lettre. OK, je comprends. Fait que, ouais, je pense que ça, c'est un... Fait que de se limiter, de se mettre d'y aller par contrainte. De pas tout prendre puis de pas tout mettre dans sa langue. Mm-hmm. Puis de faire un pastiche d'une langue qui existe déjà. Est-ce que c'est oui, c'est non? Ben, tu sais, il y a des gens qui travaillent sur des outlangs. Dans le fond, les conlangs, là, souvent, sont divisés en ngelangs, augslangs, artlangs, puis outlangs. Puis, fait que là, je dis des affaires. Des affaires qu'on comprend. Des langues ingénierées, là, engineered languages, sont faites genre pour des logiciels, des choses en même. Des augslangs, c'est fait pour remplacer les langues du monde réel, comme l'espéranto. Ouais, puis, okay. Des outlangs, c'est juste des what if, genre altered history. Là, alternative history, si jamais genre l'anglais s'était développé sans conquête normande, il n'y aurait aucun vocabulaire français. Fait que tu finis avec le English AN. Là. Ça, c'est comme un affaire que des gens ont inventé pour dire c'est juste des termes germaniques. Ou une évolution spéculative d'une langue qui existe déjà, genre? Oui, c'est exactement ça. Puis les artlangs, c'est celle qu'on travaille en ce moment. C'est juste une création pure et dure. T'sais. Puis le Klingon, le Na'vi, le Dothraki, puis le Quenya sont des artlangs. Mais comme tu peux aussi prendre, comme je veux que ma langue sonne tellement slave que je vais juste prendre le russe puis changer une coupe d'affaires. Mais moi, c'est un procédé que je trouve qui serait peut-être un peu cheap. Fait mais il faut que tu aies une bonne raison de le faire. Je comprends. J'ai un texte à te lire. Ah ouais. T'es-tu prêt? Ouais, mais là, quand est-ce qu'on va refaire un épisode sur la linguistique pour dire toutes les autres affaires? Ben, ça peut revenir très rapidement parce que on a fait je sais pas si tu te souviens de ça, on a comme un épisode en banque qui ne suit pas la structure habituelle. Oui, c'est vrai. On s'était rencontrés sur... Parce que tu commençais à développer... Je commençais à développer une langue, puis je voulais savoir comme où partir. Puis je pense qu'on a comme 1h30 de conversation sur comment commencer une langue. Fait qu'à un moment donné, ce serait le fun de rendre ça disponible, peut-être. Peut-être que ça peut être un épisode bonus ou quelque chose de même, parce que ça ne s'inscrit pas vraiment. Puis on pourrait en faire plus. Si tu développes ta langue, je peux t'accompagner là-dedans. Ouais. OK, à voir. On se voit de l'autre côté. All right. Là-bas dans les galeries, on était 263 mousses. Ma mère et mon père m'ont dit que c'était correct parce que des mousses, il en existe des dizaines de milliers d'espèces différentes. La vert pâle, la vert foncé, la turquoise, la bleue, celle qui pousse sur les roches, celle qui pousse sur les arbres, celle qui pousse sur les Edelweiss. Moi, je suis une mousse que mes parents sont marteau puis vacarme.
Ça, il y en a juste 3. Je suis le mousse qui jouait de l'élutron sur le bord du couvain pour calmer les larves. Ça, il y en a juste 2. Je suis le mousse qui a appris à lire puis écrire le latin pour le fun quand j'étais petit. Puis ça, il y en a juste 1. Je suis le mousse qui a été choisi pour aller sur la surface avec les Adolphariens pour aider l'empereur à trouver son cossin. Puis ça, il y en a juste 1 aussi. Puis là, je commence à faire un petit peu trop d'autodétermination. Puis ça, le dévoreur d'au-dessus aime pas bien ça. Fait que je vais arrêter, OK? On est monté dans le sommet du dôme où on garde les derniers Edelweiss, puis les aînés ont choisi le plus grand. Lui avec la longue corne puis les mandibules qui pointaient un peu vers l'extérieur, une mutation de bon présage, il paraît. Après l'avoir fumigé comme faux, les aînés ont accompagné mes parents de chaque côté de la bête puis l'ont immobilisé au sol pour que mon père puisse séparer la tête du thorax. La bête s'est aussitôt mise à striduler, puis les musiciens, qui observaient silencieusement le rituel, ont commencé à jouer. Là, tout le monde s'est mis au travail. Une chorégraphie parfaitement exécutée. Pendant que ma mère m'enduisait le corps de gelée royale, mon père vidait soigneusement la tête de l'Edelweiss. Derrière, on étirait délicatement les ailes avant de les sectionner et de les mettre de côté pour s'attaquer aux pattes, au thorax, puis à l'abdomen. En quelques minutes, la vieille ouvrière avait été découpée, éviscérée et traitée. Ses artefacts ordonnés déposés devant mon corps gluant. Sa tête, un aume de chitine. Son thorax, une cuirasse dorée. Ses ailes, une cape légère et imperméable. Ses mandibules, une paire de sabres acérés. Ses élytres, un nouvel élutron. La chair de ses pattes, 24 rations de voyage. Le temps que ma mère finisse de tresser ma barbe puis qu'on m'accoutre, c'était déjà la nuit. Fait que bisous sur la joue puis bye bye, va jouer dehors. V'là une fourmi pour de miel pour la route puis essaye de pas te faire manger par Xelec Gesed Asec Gedef, OK? Là-bas, dans la vallée terrifiante, j'ai retrouvé 2 Adolphariennes. Puis c'est pas clair si j'ai le droit d'utiliser leur nom, fait que pour pas fâcher le dévoreur, je les ai appelés Prudence puis Force, juste pour être sûr. 2 bons noms que je leur ai dit quand on a survécu notre première semaine de l'autre bord de la ville. Surtout parce que Force nous trouvait de quoi manger tous les jours puis que Prudence nous disait par où passer pour éviter la courante puis pour finalement sortir de son territoire de chasse. En entrant dans la forêt, on a trouvé une clairière parfaitement carrée, couverte de mousse rouge, avec un trou au milieu. Puis après quelques blagues à propos de mon nom, il a été décidé qu'on irait voir le trou le lendemain. Cette nuit-là, j'ai eu de la misère à dormir. Puis je me suis finalement levé pour enlever ma cuirasse. Sauf que Prudence était plus là. Fait que je l'ai gardé puis j'ai marché vers la clairière avec mes sabres. Prudence était assise dans le lichen, à quelques mètres du trou, en silence. Quand je me suis approché, elle m'a entendu, puis elle s'est retournée vers moi avec un regard serein, qui s'est rapidement transformé en terreur. C'est là qu'un puissant coup sur mon dos m'a projeté par-dessus Prudence, puis m'a fait échapper un de mes sabres dans le trou. Je l'ai entendu cliquer sur de la pierre en m'en relevant, avant de me retourner pour faire face à mon adversaire. Difficile de décrire l'horreur que j'ai ressentie en voyant l'abomination qui se tenait de l'autre côté de Prudence. Une sorte de main qui faisait 3 fois la taille de Force, qui se tenait sur ses 5 doigts, pouce en avant. Comme si on avait déposé un mouchoir dessus, la chose portait une sorte de tunique ample qui la couvrait le haut de sa forme, à l'exception d'un genre d'appendice au sommet duquel se trouvait un visage aux traits figés. Le monstre est resté immobile quelques secondes à nous mesurer, puis s'est jeté sur Prudence en l'empoignant avant de rouler au sol jusque dans le trou. Je me suis pitché à sa rescousse, mais mon corps s'est fracassé sur le sol. J'arrivais plus à trouver le trou. Mes ongles se brisaient contre le roc quand j'essayais d'arracher le lichen. Puis Force, qui m'entendait crier « Sixtine! 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 » m'a levé debout puis m'a sacré une claque d'en face. Puis c'était déjà le jour. On est resté là 2 jours à chercher une façon de faire apparaître le trou puis à monter la garde d'un coup que la main revienne. 2 jours à attendre que Xelec Gesed Dasek Gedef me mange sous le regard effrayé de Force. Mais force est de constater que les noms des autres, c'est correct. Fait que Anna puis moi, on a décidé de continuer, en se promettant qu'on allait revenir chercher Sixtine un moment donné. Là-bas dans l'Ouest, il y a plein d'affaires à voir. De merveilles à découvrir. D'horreurs qui attendent dans le noir. D'amitié à construire. Puis à déconstruire. Fait que c'est ça. Signé
un mousse parmi tant d'autres. Quelle aventure horrifiante! J'aime ça, tu nous as vraiment plongé dans un récit d'action Ouais, et de xénobiologie à côté, là, disons-le. ouais, aussi. Xénozoologie même. Cool. Merci, Julien. Ça me fait plaisir. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est du bon Julien. Là. Ah, c'est cool. du bon Valterra. Oh, ouais, non. Nice. Ben, je sais pas, moi, j'aime premièrement avoir Mousse comme narrateur. Là. J'aime cet angle-là. OK. Puis, c'est fou parce que il va falloir que tu me parles un peu de comment tu procèdes sur tes choix de texte. Parce que ça, on n'en parle pas vraiment, mais qu'est-ce qui fait que tu décides d'écrire là-dessus ou là-dessus ce mois-ci? Moi, je veux juste te dire de retrouver la gang à Sixtine, puis c'est tout le temps un plaisir pour moi. Comme là j'ai reconnu Mousse dès le début, puis assez rapidement, quand il parle de prudence puis force, je fais comme « Ah, c'est Sixtine puis la Barbare. » Je me rappelais plus de son nom, la Barbare, Anna. Là. Mais je suis comme « Oh, on est avec eux, c'est le fun. » Puis je sais pas pourquoi, mais tout ce qu'on a vécu à date, le texte Natesh, tout aussi qui est avec Sixtine un peu. C'est ça, on sait que Sixtine est revenu à un moment donné. T'as fini à Valterreur à un moment donné. Ouais. Fait que là, c'est comme une ellipse un peu. Là. Ouais. Ouais. Puis ben, j'aimerais que tu me parles de... Peut-être on peut parler du texte après, mais j'aimerais que tu me parles de ça, ton processus de choix, de construction d'histoire. Ben, on a tout le temps à peu près, je pense, 3-4 semaines là, pour revenir avec un texte. Mais on se retrouve à le faire la journée d'avant. Ouais, la journée d'avant, ouais. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je prends des notes sur les idées qui me viennent le plus facilement possible. Fait que, étant donné que, dans le fond, j'ai pas un monde de déjà créé, puis je l'écris au fur et à mesure des épisodes, ben je me garde beaucoup de liberté. Mm-hmm. Je prends des notes sur ce que je veux faire. J'essaie d'être en lien avec le thème. Fait que la langue, c'était le thème. Fait que je veux pas non plus parler de langue. Fait que là, je me suis dit, je vais écrire. Dans le fond, je vais prendre la plume de quelqu'un qui parle la langue qui est dominante dans mon monde, ou la langue qui est la seule que j'ai inventée à date. Mm-hmm. Puis je vais comme la mettre à l'écrit, je vais la mettre en action, je vais la tester. Fait que c'est sûr que lui, il y a des contraintes. Dans mon texte, il n'y a aucune majuscule. Il n'utilise pas le nom des personnes. La seule majuscule qu'il y a, je pense, c'est quand il parle du dévoreur d'au-dessus. Xélec, Séchet, Def. Ouais. J'ai été pas pire dans mes... Xélec, Séchet, Def. Ouais, Def, ouais. Fait que c'était ça un petit peu mon but. Puis, je sais pas si on peut... Ouais, je peux parler de ça. J'ai fait un rêve étrange pendant la période d'écriture. OK. Je vais le raconter rapidement parce qu'écouter un rêve, c'est super plate. Là. Mais en gros, mon rêve, c'était que j'écoutais un film. Puis dans le film, il y avait... Là, t'es conscient que t'as atteint un deuxième niveau de plate. Là. Absolument. Okay, bon. Dans mon rêve, j'écoutais un film. Ouais. Puis dans le film, il y avait Patrick Swayze. Il rêvait? Non. Il jouait le rôle d'une main géante. Fait que là, je me suis dit comme, j'aime vraiment... Puis, tu sais, dans le rêve, tu le vis, là, tu vis l'esthétique. Puis... Fait que je le voyais. Fait que j'ai fait ça, c'est trop cool, j'en veux dans mon monde. Puis étant donné que c'est un jeu de rôle que je suis en train de créer, mais c'est le fun d'avoir des monstres. Ben oui. Fait que là, j'avais une belle opportunité. Fait que je savais que je voulais mettre la main en scène. Fait que c'est ça mon procédé un peu pour répondre à ta question. C'est que je vais avec comme vraiment ce qui me vient. Puis là, c'est la première fois que je me nourris d'un rêve. Nice. Ben se nourrir d'un rêve, c'est ça, ça amène tout le temps de l'horreur. On dirait que c'est comme... Ça va à des places qui sont soit juste horrifiantes ou soit juste un peu malaisantes. Oui, c'est vrai. Toi aussi, t'as deux créatures qui sont nourries de tes rêves. En fait, j'ai plusieurs créatures qui sont nourries de mes rêves, mais okay. J'en ai juste partagé un petit duo là, une fois avec comme du monde. C'est intéressant, hein? Mais parce que d'autres affaires qui existent dans Gadine, puis j'en parle pas encore. C'est l'inconscient qui travaille comme à ton insu, puis qui te fout des affaires dans la tête. Puis là, je me suis réveillé avec cette idée-là d'une grosse main, tu sais. Puis même que j'ai des croquis, là, je les ai pas apportés, je suis poche. Ah! Mais j'en mettrai en ligne. Ouais, s'il te plaît. Ouais. La grosse main, d'ailleurs, je l'ai imaginée pas comme une main. Je me suis dit, c'est la meilleure façon que Mousse a de nous l'expliquer, mais ça doit pas être exactement une main. Puis je sais pas pourquoi, mais je suis allé là, tu sais. Ouais. J'ai pas imaginé Super Smash Bros. Le gros gant blanc, là. Ouais, non, c'est pas ça. J'étais pas là. mais c'est ça, je trouve que le choix de prendre Mousse comme narrateur, ça fait un travail d'idéolangaison à un niveau
intéressant, qui est le niveau où moi, je vais rarement. Tu sais. OK. Mais tu veux utiliser le français, puis lui, il nous parle en français. Dans le fond, là, Mais il y a des gros, contraintes culturelles sur son usage de sa propre langue, et donc tu les places en français, ces contraintes-là. Mais il n'y a pas le droit d'écrire. Tu sais, les archives des édificiers sont quelque chose qu'on cherche à éviter, dans le fond, parce qu'on veut pas on veut pas que ce peuple-là se développe pour des raisons qui sont déjà expliquées dans d'autres épisodes. Là, fait que je ne reviendrai pas là-dessus, mais on veut... Mais mettons, pour lui, culturellement, Ouais. pour Mousse, il veut pas écrire parce que dans sa culture, ils permettent pas ça. Non, c'est ça. Ils permettent pas de garder de garder traces de choses qui sont produites, de documenter l'histoire. Fait que il vient d'une tradition qui est orale. Lui, il a décidé d'apprendre le latin, puis moi, dans mon univers, je fais ça. Quand j'écris en français, c'est acquis que c'est du latin, dans le fond. Là. Mm-hmm. Fait que son texte il est en latin, mais il y a des mots de sa langue qui se traduisent pas. Fait qu'il y a des fois, il y a des choses qui apparaissent. Fait que quand c'est un mot qui est pas un mot en français, c'est un mot qui vient de sa langue à lui. Ouais, on comprend ça. Puis, d'ailleurs, Edelweiss... Moi, je le lisais Edelweiss. Je pense que je l'entendais, la toune de Sound of... Ah. En tout cas, Edelweiss. Ouais, les Edelweiss. Edelweiss. J'en ai déjà parlé dans un autre texte, mais je l'écrivais pas comme ça. OK. Je m'en rappelais pas. Je me rappelle pas avoir vu ce mot-là. Je me rappelle de la bébite. C'est ultra méta, là, mais dans le testament de l'édificier à sa fille, à un moment donné, il dit que les édificiers vont se réfugier dans les galeries des Edelweiss. Ouais, OK. Mais sauf qu'il écrit Edelweiss, E-D-L, apostrophe V-K. Mm-hmm. Fait que c'est un mot qui était écrit, qui existait dans sa langue, mais vu qu'il n'écrive plus maintenant les édificiers, ben lui, c'est perdu comment il écrit ça Edelweiss, fait qu'il l'écrit au son. Et c'est parfait, ça. OK. Mais je sais pas si tu es fier moi, je suis fier de ça. Oui, je suis content. Moi, je trouve que c'est parfait, puis c'est du travail qui fait partie de l'épisode d'aujourd'hui. Là, ouais. Où tu as pris des décisions qui sont logiques par rapport à ce qui se passe dans ton monde. Il y avait une langue écrite des édificiers à l'époque de l'âge d'or des édificiers, puis cette langue-là avait un système de gabarit où c'était les consonnes seulement qu'on écrivait, les voyelles sont inférées. Mm-hmm. Un système d'abjad. OK. Et ça a un nom, puis c'est là. Tu vois, tu y vas par fil, mais il y a du vrai là-dedans. Puis Edelweiss avait donc pas de voyelles ou pratiquement pas de voyelles. Ouais. C'est un mot qui a été passé à l'oral à travers les générations. Puis Mousse qui arrive, puis que lui, il fait juste l'entendre puis le dire. Quand il est pogné pour l'écrire en latin, le latin écrit a besoin de mettre les voyelles. Fait qu'il va prendre des voyelles disponibles qui fit un peu avec le son qu'il entend. C'est exactement ça. Puis après ça, toi, tu as la job de le traduire en français. Ouais. Le personnage auteur a la job de le traduire en français, fait qu'il le met pour que les sons ressemblent à ce que lui dit en latin quand il essaye de dire un mot en langue édifiante. Ce travail-là, c'est un travail complexe puis qui marche parce que je pense que ça donne juste le bon, le bon mood. Quand tu fais ta lecture, tu fais comme « Ah ouais, OK, des affaires de même. » Mais si tu vas fouiller dans le texte du testament de l'édificier, tu vois la corrélation puis le travail diachronique. Nice. Wow, merci du compliment. J'avais pas l'impression quand j'écrivais Edelweiss, j'étais comme ben, avec un EU, genre. Pour moi, ça c'est le genre d'affaire qui me fascine quand je découvre l'œuvre de quelqu'un. Puis je fais comme « Oh, il a pas niaisé. Il a réfléchi. » Ouais, j'avoue qu'il y a une réflexion qui a été faite. Ouais. Un peu comme pour les lutrons aussi. Puis c'est un autre procédé. Parce que ça vient des élytres? Ouais, exact. Puis je voulais que ce soit un instrument de musique. Fait que j'ai été chercher le tronc un peu. Là, ça me sonne comme quelque chose, mais c'est quoi l'instrument qui finit en tron? Le mélotron. Mélotron. Ouais, le mélotron. Ouais, c'est un tron, là, c'est quand même utilisé souvent pour aussi des marques là, ou des modèles. Mais c'est des trucs un peu synthétiseurs. Ouais, un peu, ouais. Puis même, ça sonne comme de la vieille synthétisation. Là, ouais, c'est ça, un peu analogue. 70, un peu analogue. Pourquoi tu as transformé le Y en U? Pourquoi c'est pas élytron? Pourquoi c'est élytron? Fait que le procédé, dans le fond, c'est que j'ai fait des recherches sur comment les insectes font leur chant. Mm-hmm. Donc, j'ai trouvé les élytres. Puis, il me semble qu'en fouillant sur Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi un élytre pour des gens qui ne s'intéressent pas à l'entomologie? Oui, dans le fond, c'est des ailes qui vont servir ils vont faire vibrer. Ils vont frotter l'aile
un peu comme un archet frotte une corde de violon. Mhm. Puis c'est ce qui va donner le son caractéristique. stridulation, la là, de la les cigale, criquets, là, puis la ouais. cigale, tout ça. Il y a des araignées qui le font aussi, Mhm. d'une autre façon. Ils le font peut-être pas avec des élytres parce qu'ils n'ont pas d'ailes, là. Mais il y a des façons pour les insectes de faire un paquet de sons. Ben, pour les animaux en général, là, les araignées aussi le font, puis genre un serpent à sonnette. Là. Fait que moi, je me rappelle d'avoir fait des recherches sur élytres, puis d'être tombé sur d'autres racines du mot, peut-être. Ouais. Là, fait qu'à un moment donné, j'ai décidé d'être. Je trouvais que ça sonnait mieux élutron que élytron aussi, simplement. Là. C'est bon. Mais parce que ce choix-là aussi de transformation du Y en U marche avec l'histoire de la lettre Y puis l'histoire de la lettre U. C'était... Fait que ça, c'est un hasard. OK, c'est bon. Parce que ton Y vient de upsilon en grec, qui était le son U. Ah, il y a un lien naturel entre le Y et le U. Fait que j'ai vu ça et j'ai fait oui, ça marche, mais j'y ai pas pensé 2 fois. Mais après ça, en tout cas, toi, tu as tes propres raisons, mais j'étais capable de trouver d'autres raisons. OK. Pour l'histoire que tu as décidé de nous raconter. Ouais. Là, est-ce que Mousse est en train de... Il y a comme un rite de passage, quasiment passage à l'âge adulte, mais symbolique, quand Mousse comprend de plus en plus que Xelexegedef, c'est de la crosse. Ouais, un peu, ouais. Parce qu'il est en train de développer une façon de vivre avec des mots autodéterminés ou déterminés. Puis il fait comme, ça a l'air que maintenant, je peux dire Sixtine. Fait que, mettons, Anna, puis moi, puis est-ce que le prochain step, c'est qu'il se donne un nom, tu sais? Ben, comme le gobelin dans Harry Potter. Fort possible, ouais. Pas le gobelin, absolument. l'elfe de maison. Oui, puis la vibe coming of age est vraiment là, mais c'est un... Je sais pas si ça paraît tant dans mon texte, mais dans ma tête, Mousse ne pourra pas revenir. Il va pas être accepté? Il va pas être accepté. Il pourra pas se rendre? Non, il pourra pas être accepté. Mm-hmm. Parce qu'il a trop vu la surface. Ouais. Il a comme été dans les yeux de ses pairs, mettons. Ouais. Le contact avec l'extérieur fait qu'il peut pas là, rentrer et dire hey, vous savez pas ce que j'ai vu ça. Puis en passant, ça fait tant de jours que j'utilise des noms. Puis, mais là, il est-tu barré aux portes ou il pourrait revenir puis il se ferait bannir avec son comportement? Moi, je pense qu'il sait qu'il peut pas revenir. Okay. C'est pour ça qu'il y a comme un rituel, puis c'est une grosse affaire. Là, on va abattre une de nos bêtes, puis on va utiliser ses parties pour te gearer, puis après ça, tu vas pouvoir partir à l'aventure. Mais il y a un rituel, c'est pas juste comme « Ah, si ça te tente, tu peux partir à l'aventure. » Ouais, c'est comme... Il a été choisi. C'est quelque chose qui est pas normal. Ouais. Le simple fait qu'il parle latin, c'est pas normal. Ben, il a été choisi parce qu'il y avait déjà une curiosité, tu sais. Ça fait l'affaire des aînés de dire lui, on va l'envoyer, il dérangeait déjà. Là. Ouais. Puis tu vois, tout l'aspect d'éviscérer la créature puis de prendre ses parties, puis tout, c'est super le fun, ça. Moi, en tout cas, j'aime ça, aller là, parce que si tu fais de la xénozoologie, puis tu inventes un animal, puis là, ou un monstre, ou une bête, c'est quoi les façons qu'on a, nous, de véhiculer ça à travers un livrable, à travers un texte? Puis je pense que ce rituel-là de dépeçage, il marche au bout. Ouais. La seule affaire que j'haïs avec ça, c'est que tu peux juste le faire une fois. Ouais. Puis même, moi, je peux même plus le faire parce que tu viens de le faire. Mais c'est comme un procédé qui marche, là, tu sais. Ouais. Ouais, puis je pense que être dans un contexte où j'ai pas une date limite, puis j'ai pas de contraintes de mots. Tu sais, je sais que j'aurais pu le sneaker sans mots de plus. Là. Mm-hmm. Mais mettons que j'écrivais une histoire complète, un roman ou une nouvelle, je peux capitaliser pas mal plus sur ce rituel-là. Oui, parce que la scène est importante pour les personnages, puis elle a une valeur narrative. Mm-hmm. Fait que genre, c'est ça les meilleures scènes. Une scène où il y a une valeur narrative qui est assignée à un élément démiurgique, c'est la scène bonbon du démiurge. Là. Parce que tu peux passer beaucoup de temps dedans, puis ça va être enlevant, puis ça va être le fun pour les lecteurs, lectrices, parce qu'ils sont en train de vivre quelque chose d'important pour le personnage, puis il y a de l'émotion, puis tu pourrais plonger dedans, puis toi, tu peux te faire des petits cadeaux en livrant un peu ta démiurgie, puis que ça fasse juste meubler l'univers visuel du lecteur. Puis tu vois que j'ai rien fait de fou, là. Tu sais, ce que j'ai décrit, c'est un insecte le plus général possible. Ça pourrait être
ça pourrait être une fourmi, ça pourrait être... ça peut être bien des types d'insectes, tu sais. Puis finalement, j'ai pas... mettons, en comparaison avec la main, j'ai pas inventé quelque chose. Tu sais, c'est dans s'il y a quelque chose de particulier à cet animal-là, à date, c'est dans le non-dit, tu sais. On peut inférer que c'est un gros insecte parce que sa tête sert de casque pour une créature de taille moyenne. Là. Mais puis ses pattes, ses mandibules servent de sabre. On sait que c'est du bétail, c'est des insectes géants qui servent de bétail aux édificiers. Puis avec ce que tu nous livres là, effectivement, ça a juste l'air d'un insecte un peu générique. Mais c'est là que je dis, ce que tu fais là, j'aime ça parce que ça laisse... entrevoir, ça laisse présager plus, puis ça amène un aspect culturel. Mais si je voulais, mettons, te dire, ben Julien, genre, peux-tu, s'il te plaît, écrire un nouveau texte, puis je te dirais zoom in sur ce rituel-là, puis faisant une scène, ça serait super là. J'ai l'impression qu'on baignerait dans le sang d'un insecte, la musique, il y aurait la quelque chaleur, chose de naturellement bizarre, unique à cette scène-là. Ouais, puis tu sais, je sais pas si tu te souviens, Sixtine dit que quand tu as rejoint un édificier la première fois, elle dit à son frère, j'aurais tellement aimé ça que tu sois là, il était là pour vrai, tu sais, je pensais qu'il n'existait pas les édificiers, puis elle dit qu'il a l'air tout le temps mouillé. Elle dit c'est comme s'il était tout le temps mouillé. Mais dans le fond, il vient, lui, de vivre ça, tu sais. Ah ouais? Ça fait pas longtemps qu'il a vécu ça, puis il s'est pas lavé, là, il est couvert de gelée royale, il est... Fait que je viens... Moi, j'avais pas vu ce lien-là, je l'aime, ce lien-là. Parce que dans ma tête, quand elle avait dit ça, je pense que mon opinion à l'époque, c'était « Ah, il s'appelle Mousse. Il est plein de lichen, genre. » Ouais. Comme c'est ça que j'avais. J'allais premier degré. Là, je voyais pas... Ben, je pouvais pas non plus voir ce que tu nous proposes là. Mais là, c'est cool, il est couvert de gelée royale. Ouais. Puis aussi, tu sais, la gelée royale, puis son usage. Puis on est un peu dans le travail de... C'est quoi les comportements des insectes? C'est quoi leur structure? Ouais. Puis je pense que les édificiers ont de l'air d'être un peuple qui fonctionne par l'élevage de ce bétail-là. Fait que clairement, leur mode de vie est lié au mode de vie de leur bétail. C'est quelque chose qui est toujours le fun à travailler. Si on sait comment les humains boivent du lait de vache juste parce que c'est accessible, puis on a élevé les vaches, puis tu sais, comme... Ouais, les édificiers vivent de l'élevage d'insectes. Ouais. C'est ça. Fait que tu sais, là où tu pourrais facilement tracer un parallèle, tu peux dire, ben est-ce que les édificiers ont un équivalent du lait? Est-ce qu'ils consomment la gelée royale? Ou est-ce qu'ils ont un équivalent du fromage? Fait que, est-ce qu'il y a des bonnes compagnies de fromage qui produisent un meilleur fromage de telle région que de telle autre région? Puis on met en parenthèse le mot fromage. C'est pas du fromage, on est en train de parler de fourmis peau de miel, tu sais. Ouais. Fait que tout ça, ça peut être cool. Oui, la fourmi peau de miel, je pense qu'elle vient du fait qu'il n'y a pas juste les Edelweiss, tu sais. Il y a comme toute une expertise qui vient autour de ça. Puis eux, c'est pas juste une sorte d'insecte qu'ils peuvent utiliser. Les fourmis peau de miel, c'est des fourmis qui, dans une colonie, ne servent qu'à conserver de la nourriture. Ah, OK. Je sais pas si t'as déjà vu ça, là. Ils vont tellement se gaver, dans le fond, d'un genre de miel, dans ce cas-ci, là, ou d'eau sucrée ou whatever, qu'ils vont devenir super grosses. Ils peuvent plus se déplacer. Fait que dans la colonie, eux, leur vie, c'est de rester là puis d'être rempli de nourriture. Puis quand une fourmi a faim, une ouvrière a faim, ben elle peut aller comme se nourrir à la bouche de la fourmi peau de miel qui va y transvider. Quelle vie, man! Ouais. Quelle vie! Fait que moi, j'imagine Mousse avec à sa ceinture une fourmi peau de miel qui est vivante puis qui conserve. À la place d'être une potion dans une flasque, une fiole en vitre, lui, il transporte son truc dans une fourmi peau de miel. Là, on a juste quelques minutes qui nous restent. Je veux parler de la main. Oui, ben oui. En fait, je veux t'entendre. Parle-moi de la main. Pas de ton rêve de Patrick Swayze, parce que on sait tous, c'est super intéressant, ce rêve de Patrick Swayze, mais qu'est-ce que tu as décidé de faire avec la main? Parce que là, il y a une scène d'action. Ben là, on sait que y avait un genre d'entrée de donjon, si tu veux. Là. Ouais. Puis que c'est clairement comme un endroit... parce que l'entrée disparaît. Fait qu'il y a ça aussi, là, je veux créer des lieux d'aventure, je veux créer des mystères. Fait que le fait que l'entrée du donjon disparaît me donne une belle opportunité. Le fait qu'il y avait un gardien, la main vient. Fait que je me garde une grande porte ouverte pour cette créature-là. Apporte un vêtement, tu sais. Ouais. C'est quoi qu'elle a? Fait que c'est pas un animal, tu sais. Ben, dans le sens...
Genre, je veux dire, bon, l'humain est un animal, là, OK, là, c'est biologique, mais je veux dire, il y a une volonté de couvrir son corps, son apparence. Fait que c'est pas juste comme un animal sauvage, si tu veux. Là. C'est ça, c'est une sorte de tunique ample. Moi, tu vois, je l'ai vu comme un monstre complètement sauvage qui avait juste comme clairement dévoré quelqu'un avec une tunique puis qui s'était ramassé avec ça dessus. Je l'ai pas vu comme un vêtement qu'elle portait, mais plus de quoi qui traînait là. Non, ouais, elle porte un vêtement ouais, OK. qui est adapté à sa forme. Puis, fait que, ouais, je vais mettre le croquis en ligne. Je pense que ça va répondre à beaucoup de questions. Ouais, OK. Mais j'avais envie de créer, d'ajouter un petit peu au danger de l'ouest de Val-Terreur. Mhm. Fait que de commencer à avoir un bestiaire. Puis j'avais apporté avec moi, puis j'aurais pas le temps de le montrer, là, mais j'ai un livre, un bestiaire de Donjon Dragon dans mon sac, un vieux, là, le Fiend Folio. OK. Puis les illustrations là-dedans, je trouve ça malade. Fait que j'étais comme, je pense que je veux commencer à construire un bestiaire qui est unique à mon monde. Puis je cherchais là, dans les médias, puis dans ce qu'on connaît dans la littérature, une main, Mhm. mais qui sert comme qui est comme la masse d'une créature, ça me disait rien. Fait que j'étais comme, je vais mettre ça. Ben oui. Non, c'est Mais cool. on s'entend, il y a la chose dans Mercredi, puis tout ça, mais moi, je te parle d'une grosse patente. Moi, là, ça me qui fait penser s'habille, au puis Shadow Temple dans Current of Time. Ah ouais, c'est vrai un peu, ouais. Il y a ça, là. Quand elle apparaît de nulle part, là, tu te fies à l'ombre. À un moment donné, tu fais comme, oh, l'ombre arrive sur moi, puis là, il y a une main qui tombe, puis Ouais. qui te pogne, puis qui te mange. Fait que j'ai des projets pour la main, ça va venir. Sixtine était recueillie en prière, comme Mhm. elle faisait avant de partir. Puis là, ben, elle est tombée dans le donjon avec la main, mais Mousse a échappé un sabre dans le donjon. Fait que, tu sais, est-ce qu'il y a une lutte qui s'ensuit? Ça va être à suivre. En termes de temporalité, ça se trouve... donc, cette partie-là se trouve après Natesh? C'est après Natesh, ça se passe avec Sixtine qui arrive à Val-Terreur, Ouais. à part, puis elle revient. Fait que C'est c'est pendant qu'elle est partie. pendant l'ellipse de Ouais, Natesh. exact. Je vois... Fait qu'on connaît déjà la fin. Là. Ouais. On sait qu'elle s'en sort. Ouais. Est-ce que Mousse s'en sort? Ah, Est-ce à que suivre. Anna s'en sort? À suivre. On sait pas. Fait que, hey, la semaine prochaine, Annie vient faire un tour. Yes! La semaine prochaine, Annie vient faire un tour. On sait C'est de quoi chaud. qu'elle parle? À ce qu'elle nous a dit, là, c'est la demoiselle en détresse. OK, là, cool. Ouais, le trope. Ouais. OK, ben, que, on se voit la semaine prochaine pour Prise chaude. Yes, absolument. Salut. Merci, Julien. Bonne semaine. Bye. Comme du monde, un balado signé Joël Martin et Julien Lefort. Écrivez-nous au comedumondepodcast@gmail.com. Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté Comme du monde.